Pourquoi tant de haine? Comment peut-on accepter La haine. La haine intacte. La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Bonjour, bienvenue pour cette édition de Pourquoi tant de haine, l'émission des génocides imaginaires, en compagnie de Xavier Poussard, directeur de la rédaction de Faits et Documents, Maître Viguier, avocat de combat, et Alain Soral, agitateur d'idées depuis 1968, éditeur, auteur. Alain est président d'Égalité et Réconciliation. Alain, bonjour. Bonjour à tous. Maître Viguier, Xavier, bonjour à vous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous avons choisi de nous réunir au cœur de l'été, messieurs, pour discuter de l'actualité brûlante, les mobilisations autour du pass sanitaire, de la vaccination entre parenthèses, chacun comprendra. Il y a eu en effet un fait d'injustice, j'ai envie de dire, un fait d'injustice qui était l'arrestation, et la perquisition auprès d'une militante qui était un petit peu connue localement. Elle avait fait quelques passage télévisuel, puisqu'elle était une candidate Front National malheureuse qui avait été mise sur le côté pour favoriser la clique de Monsieur Philippot, ce qui l'avait conduit plus tard à s'opposer à Marine Le Pen sur ce thème, on va dire, du parachutage. Voilà, ça avait fait un petit peu de remous à l'époque, ce qui fait qu'elle était connue localement, son visage était connu à la fois des journalistes, mais aussi des militants politiques. Et cette jeune personne, Cassandre Fristo, a déambulé dans les rues de sa ville, donc de Metz, avec un panneau avec la question « Qui ?» Qui, bien sûr, était accompagné d'un ensemble de patronymes, Attali, Macron, Salomon, Ferguson. Et dans cette liste, il y a toutes sortes de gens, des politiques, des sortes de statisticiens du Royal College d'Angleterre, un président français, un conseiller qui susurre à l'oreille des princes. Et elle a été accusée d'antisémitisme pour avoir posé cette question du « qui ». Alors évidemment, cette question « qui » renvoyait bien sûr à la question de Monsieur Posternak, au général de Lavarde, on se souvient, sur le plateau de Morandini. Qui contrôle la meute médiatique? Ce à quoi le général de Lavarde avait répondu « la communauté que vous connaissez bien ». Alors, messieurs, vos réactions? Alors, qui commence? Alain, allez-y. La réaction, c'est... on a l'impression qu'on s'enfonce de plus en plus dans le monde d'Orwell, c'est-à-dire que maintenant, on peut être accusé d'antisémitisme au 2e, au 3e degré, c'est-à-dire qu'en fait, on dit oui, elle a écrit qui, donc qui renvoie au général, le général qui d'ailleurs a juste dit la communauté que vous connaissez bien, je crois. Donc le mot interdit, le mot magique, le mot qui tue n'est jamais prononcé, mais alors maintenant c'est qu'il est, comment dirais-je, sous-entendu au 1er degré, 2e degré, 3e degré, et c'est quand même à la fois très inquiétant parce que ça nous fait penser effectivement à ce que décrit Orwell là, dans 1984, où on s'attaque au vocabulaire pour que les gens ne puissent plus penser et s'opposer, hein, donc on interdit, on enlève des mots, hein. Il y a des gens, d'ailleurs, dans le bouquin, si je me rappelle bien, dont le travail est systématiquement d'enlever des mots du dictionnaire, hein, pour appauvrir au maximum. Là. Et puis aussi, la deuxième question, alors là, c'est la question des gens qui disent que c'est maladroit de la part de la communauté organisée, parce qu'en fait, c'est eux qui répondent à la question « qui ?» en fait, et qui même se l'approprient, puisqu'on a bien vu que sur le panneau, il y avait pas que des gens de la communauté, il y avait des gens qui n'en étaient pas, mais maintenant le message, ce n'est pas vous nous montrez du doigt de manière absurde et abusive, c'est plutôt le message, c'est plutôt oui c'est nous, hein, oui c'est nous, on le revendique, et vous voyez ce qu'il en coûte d'oser le faire remarquer, hein, c'est un peu ça. Il y avait d'ailleurs un tweet du petit Tristan Mendès France qui est exactement dans ce sens-là. Il a mis Cassandre, les sanctions qu'elle venait déjà de subir, hein, suspendue de son travail d'éducatrice, procès, risque d'1 an de prison et 45 000 € d'amende, et puis il avait mis à la fin, je crois, à qui le tour? Tu vois, d'un air de dire, voyez ce qu'il en coûte d'oser nous montrer du doigt, voyez ce qu'il en coûte d'essayer de faire comprendre à la limite à la masse que nous sommes vos dominants. Et on a changé de ce point de vue-là de registre. C'est plus, il est absurde de dire que nous sommes derrière. C'est oui, nous sommes derrière. Et voilà ce qu'il en coûte de le faire remarquer. Hein, voilà, ça serait ça pour moi la compréhension que j'ai de cette série de petits événements. Maître Viguier. Écoutez, moi j'ai une première remarque qui m'est venue à l'esprit
lorsqu'on a assisté comme ça au battage à propos de l'affaire de cette pancarte. D'abord, j'observe que il n'y a jamais de mesure dans la réaction, c'est-à-dire que c'est à chaque fois outrancier. C'est un battage sur Twitter, c'est avec des... Je suis désolé, mais ce sont des meutes qui agressent les gens. C'est relayé dans les médias, dans les radios, etc. Et ce qui est exigé de la justice, alors elle ne se plie pas toujours, mais là elle s'est pliée, les magistrats du parquet se sont pliés. C'est donc une réaction rapide et une réaction forte. Et là j'ai observé que, bon, déjà des perquisitions chez la personne pour un panneau, c'est quand même assez exceptionnel, hein, c'est beaucoup. Hein. On est quand même en droit de la presse, on est dans la liberté d'expression, donc c'est quand même assez exceptionnel. De même que la garde à vue, parce que normalement on convoque les gens à une audition. En général, ça se fait 3 mois après les faits, voire 6 mois après les faits. Et puis on a appris que l'audience aurait lieu en septembre. Et ça m'étonnerait que les tribunaux de Metz soient moins chargés que tous les tribunaux de France. Donc là, il y a une précipitation, il y a une rapidité qui répond à une sorte d'hystérie qui est en soi plutôt inquiétante, mais qui n'est pas nouvelle. Hein. Et sur le fond, je voudrais rappeler que Soral, donc qui est ici présent, mon client, a depuis des années été condamné pour moins que ça encore. Hein. Quand on note que sur le panneau, on ne voit pas d'Israélites, ou on ne voit pas seulement des Israélites revendiqués, il faut rappeler, par exemple, juste un exemple, c'est le dessin des cancrelats, par exemple. Hein, vous aviez également une sorte de mixité sociale, disons. Hein, et ben ça n'a pas empêché la condamnation pour injure raciale à raison de la religion juive. Vous voyez. Donc là, il y a une grande souplesse, disons, du droit qui est invoquée par les associations de lutte contre l'antisémitisme. Hein. Ce sont elles qui poussent les magistrats à entrer dans une véritable chasse. Là, ça ressemble à de la chasse. Hein. C'est une chasse à l'homme. Hein. C'est bon. Donc il faut pas s'attendre à de la mesure et à de la raison. Donc en soi, je dirais que ça participe de l'ère du temps. Il y avait rien de surprenant, il y avait rien de bien surprenant dans ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, c'est pas terminé. Hein. Je pense qu'on va assister à d'autres événements du même genre. Oui, alors j'avais plusieurs réflexions comme ça qui me venaient en tête. C'est d'abord la multiplication des symboles. Déjà, physiquement, cette fille incarne la française telle que les étrangers se la représentent. Elle est une incarnation de la française de film, j'ai envie de dire. Vous voyez, elle a ce qu'on appelle une gueule d'affiche. D'ailleurs, elle a été sur une affiche du RN et évidemment, elle a été renvoyée, quoi, parce que ce qui en dit long sur le côté national de ce qui est devenu ce parti. D'abord, donc il y a ce physique. Ensuite, il y a ce nom Cassandre qui est le nom de celle qui annonce, hein. Donc il y a la Cassandre de la manifestation, puis il y a le faux Cassandre qu'on voit partout, qui est Jacques Attali et qui n'est pas un Cassandre mais qui est un initié. Donc on a comme ça une accumulation de kéros, et je m'étonne qu'une certaine droite, dont le livre de référence serait l'Iliade et l'Odyssée, ne soit pas capable de voir cette bataille où la bataille des dieux rejoint et s'articule avec la bataille des hommes, et qui est vraiment un trait vraiment caractéristique des événements qu'on vit actuellement quasiment au jour le jour. Deuxième réflexion, on sent que le pouvoir est aux abois. Alors on le voit, alors il y a des sondages qui sont sortis, on nous annonce des chiffres de vaccination qui sont de l'ordre de 78%, on nous dit que seulement 34% des Français soutiendraient le mouvement et que 50% y seraient hostiles, donc qui sont des proportions très faibles, je dirais, par rapport
aux gilets jaunes. Donc ça, c'est le sondage IFOP qui est paru dans le JDD, donc qui officialise, si vous voulez, la perception qu'ont les Français de ce mouvement. Mais en même temps, on nous dit, on voit une mobilisation en hausse continue et on nous annonce 250 000, alors que sur les gilets jaunes, on était sur une baisse continue et on nous annonçait aux alentours de 100 000. Alors je discute pas les chiffres, si vous voulez, mais c'est plus les courbes qu'il faut regarder, évidemment, que les chiffres du ministère de l'Intérieur. De toute façon, il y a plus que les chiffres des ministères de l'Intérieur, il y a plus de chiffres d'organisateurs par définition. Enfin, on sent que le pouvoir est aux abois sur une pancarte, sur un slogan. On voit cette mobilisation absolument démesurée. Et est-ce que le qui peut devenir un détonateur de changements politiques plus radicaux? Voilà la question. Alors, pour revenir aux remarques que faisait Alain Soral, vous disiez, Alain, que des mots ont été interdits, enfin, ils étaient supprimés même du dictionnaire. Il y a eu un précédent dans le monde concret, en Russie, après la publication, enfin, en Russie soviétique, après la publication de l'archipel du Goulag de Solzhenitsyn, il y a eu une interdiction de l'emploi du mot archipel dans la vie publique, parce que c'était perçu comme un clin d'œil à l'œuvre de Solzhenitsyn. Est-ce que on pourrait s'acheminer vers l'interdiction du pronom interrogatif qui? Alors, dans les faits, c'est déjà le cas, puisque quiconque aujourd'hui écrit qui point d'interrogation sur une pancarte lors d'une manif sera décrété antisémite, mais je fais remarquer que c'était déjà le même processus avec la quenelle. Hein. La quenelle, qui était un geste d'insoumission, qui était une sorte de bras d'honneur. Un jour, maître Jakubowicz, qui, je le rappelle, était le président de la LICRA, présidence dont il a d'ailleurs démissionné pour se mettre au service en tant qu'avocat du pédocriminel avéré le Landais. Un jour, il a sorti une phrase, il a dit « Ce geste est un signe nazi inversé qui, en fait, fait l'apologie, je sais pas quoi, de la sodomisation des victimes de la Shoah. » Enfin, on était dans un propos totalement délirant, hein, et paranoïaque et délirant et hystérique, et cette phrase délirante a eu force de loi du jour au lendemain, et même rétroactivement, et m'a valu, moi, je le rappelle, d'être condamné pour une quenelle faite devant des blocs de béton à Berlin, qui étaient les lieux de réunion d'homosexuels. J'ai pris 32 000 euros d'amende, hein, pour un geste qui avait été fait à Berlin et qui était un selfie et qui s'était retrouvé sur Facebook. À l'époque, j'avais droit à Facebook. Et plus récemment, encore aggravé, pour faire une quenelle devant le tribunal de Colmar. J'ai été condamné, toujours pour antisémitisme, hein, alors qu'on n'est même pas devant un lieu qui pourrait être qualifié de lieu de mémoire, hein, ça n'a rien à voir, à de la prison ferme sous le régime de la semi-liberté. Vous voyez, et ça, c'est un jugement qui a été rendu très récemment. Hein. Donc, on est vraiment dans la criminalisation de mots, de symboles, qui sont laissés pour l'interprétation à la discrétion de représentants de la communauté organisée et qui ont immédiatement force de loi. C'est-à-dire que là, on est dans l'effondrement total de ce qu'on peut appeler la démocratie, hein, parce qu'il y a des gens qui sont très attachés à ça. Et je rappelle que le marqueur de la démocratie, si j'ai bien compris, c'est la notion de séparation des pouvoirs. Alors là, il n'y a plus aucune séparation des pouvoirs, c'est-à-dire que la communauté organisée exige et immédiatement, toutes les forces de l'État s'exécutent. C'est-à-dire que, et même au-delà, puisque les médias immédiatement relaient de manière orientée. Derrière, la police interpelle, met en garde à vue, et immédiatement derrière, il y a procès, puisqu'on annonce déjà le procès avec les risques de condamnation, etc. Donc, on est vraiment passé là il me semble bien, donc dans ce qui est le marqueur, selon les démocrates, de la dictature, hein, c'est-à-dire la fin de la séparation des pouvoirs et l'arbitraire qui a force de loi, et un arbitraire qui est dans la main d'une infime minorité, puisque je rappelle que la communauté organisée revendique 1 juif sur 6, et que les juifs sont 1% de la population française. Donc on est sur une dictature exercée par 1/6 de 1% de la population française, et ces gens-là, sur le plan psychologique, présentent des symptômes évidents d'hystérie, de paranoïa, voire même de schizophrénie, si on étudie bien. Et on peut être assez inquiet, je dirais, qu'un État moderne soit soumis à cette petite clique de psychopathes. Hein. C'est comme ça qu'on peut les qualifier in fine. Hein. Une question pour vous, Maître Viguier. On l'a dit, sur cette liste, sur la pancarte de Cassandre, il n'y avait pas que des juifs revendiqués ou des juifs connus. Vous nous avez dit qu'en effet, par le passé, sur la caricature des cancrelats,
le cas s'était déjà produit, mais quand même, est-ce que le seul fait d'accuser un juif connu ou supposé suffira maintenant dans une liste nombreuse de gens qu'on met en question dans le cadre d'activités politiques, c'est-à-dire la liberté d'opinion, la liberté de réunion, la liberté d'expression? Est-ce que on en est là maintenant? C'est-à-dire le seul fait d'évoquer un non-juif nous conduira devant les tribunaux? Bon, je vais vous répondre, et pour vous répondre, je vais prolonger l'idée de Xavier Poussard et l'idée d'Alain Soral. Effectivement, il faut travailler sur ces questions, enfin en tout cas c'est ce qui est à l'ordre du jour, ces questions de symboles et de codes. C'est-à-dire que le discours qui est tenu par les représentants des associations de lutte contre l'antisémitisme, le discours qui est tenu devant les magistrats pour obtenir la condamnation, c'est celui-ci. C'est de dire que les antisémites utilisent pour communiquer un code secret. Et les associations de lutte contre l'antisémitisme se font fortes de décoder ce code secret. Et c'est ainsi, par exemple, que si vous représentez un cancrelat, eh bien c'est censé représenter un juif. Si vous représentez un pou, de même. Et le lien est fait directement, systématiquement, avec la Shoah. Parce que la Shoah, il faut bien comprendre qu'elle est omniprésente dans toutes ces questions. Et on rappelle aux magistrats que lorsque les Allemands et les Français d'ailleurs disaient aux Juifs « on vous envoie à l'Est », il fallait décoder. Ce qui voulait, par à l'Est, on entendait à la mort. La sélection, par exemple, voulait dire sélection pour la chambre à gaz. On est exactement dans ce registre de pensée. Alors, ce qui est le discours qui est tenu, prenons l'exemple d'un des noms, par exemple Rothschild. Mais je pourrais prendre Fabius, Attali, n'importe lequel, Draïs, Macron, Salomon. Ces mots, ces noms sont censés effectivement être des symboles, des codes, et non plus des personnes. Des codes pour que l'antisémite comprenne que c'est le juif qui est désigné. Voilà, ça c'est le discours qui est tenu devant les magistrats, et c'est comme ça que ces pancartes sont comprises. Donc, et alors, le code évidemment évolue, et on a vu récemment entrer dans la liste des mots codés et des signes codés, effectivement, l'interrogation « qui ?» Voilà. Donc, pour répondre à votre question, le danger, effectivement, et qui n'est pas un danger théorique, c'est que des gens comme Bernard-Henri Lévy peuvent dire et faire finalement n'importe quoi, sans pouvoir être critiqués réellement, parce que dès lors qu'ils sont critiqués, vous êtes soupçonné d'entrer dans le discours antisémite. Et d'ailleurs, j'ajoute que si vous avez déjà une réputation d'antisémitisme qui a été construite, évidemment, au préalable par les mêmes associations, ça vous prive de toute possibilité d'accès au débat public. Et là, encore une fois, on pourrait dire la démocratie est en danger. Vous comprenez que si quelqu'un qui est stigmatisé pour être un antisémite depuis des années, bon, on pourrait prendre des exemples, je pense que vous les avez tous en tête, cette personne-là, son discours critique de Bernard-Henri Lévy, de la politique et des propos de Bernard-Henri Lévy, n'est plus du tout possible et permise en France. Voilà le résultat. Donc pour répondre à votre question, non, on ne peut plus critiquer certaines personnes. Voilà, c'est tout. Xavier Poussard, récemment, un site internet qui s'intitulait « Ils sont partout » a disparu des radars. Est-ce qu'on peut faire le lien entre ces deux affaires ? Oui, alors pour rebondir à ce que disait Damien Viguier, c'est le crime quand même d'arrière-pensée, quoi. Et puis ensuite, c'est quand même une pensée fondamentalement complotiste. C'est-à-dire, imaginez qu'il y ait une organisation. D'ailleurs, ça renvoie beaucoup aussi à Maître Viguier parlait de la Shoah, mais dans l'imaginaire, il faut revoir le film qui est vraiment une matrice au niveau de cet imaginaire-là, qui est M le maudit. Si vous voulez, on est censé, le téléspectateur, le spectateur est amené à prendre en sympathie, en fait, je crois que c'est un tueur d'enfants. Et en fait, c'est la foule qui se met en mouvement pour le traquer. Et dans l'imaginaire communautaire, si vous voulez, en fait, cette foule représente la montée en puissance du nazisme. Et je pense que dans ce délire, parce qu'il y a eu aussi, on parlait de symboles sur Cassandre, c'est, si vous voulez, c'est physiquement, ça aurait été quelqu'un de plus caricatural.
ça aurait été supportable. Mais là, le fait que ce soit une incarnation de française assez pure, ça a été insupportable, parce que normalement Cassandre, elle brandit pas la pancarte qui. Normalement Cassandre, à l'âge qu'elle a, elle a pas vu de nouveau Alain Delon. Ils ont tous été bloqués. Donc en fait, elle a vu Jamel Debbouze et Patrick Bruel. Donc forcément, entre Jamel Debbouze et Patrick Bruel, vous choisissez Patrick Bruel. Donc Cassandre, elle doit être amoureuse de Patrick Bruel. Elle doit pas demander qui, si vous voulez, dans le narratif. Et donc là, quand ils ont vu le béret, les vêtements, l'accoutrement, etc., le symbole, ils ont pété un câble, littéralement. Donc c'est du racisme pur, hein, c'est évidemment du racisme pur, parce que la communauté organisée est une organisation profondément racialiste, et voilà. Et d'ailleurs, sur j'ai vu un article des décodeurs du Monde qui analysait la pancarte en expliquant pourquoi Klaus Schwab était juif. Moi, je savais pas du tout que Klaus Schwab était juif. Je pensais que c'était un Allemand ou un Suisse allemand. Enfin, je l'avais pas du tout identifié comme juif. Donc là, le Monde vient nous expliquer que Klaus Schwab est juif pour faire pour décoder la pancarte. Alors ensuite, sur le site Je suis partout, c'est un internaute qui s'amusait qui prenait des photos accessibles sur Internet et qui sous-titrait les personnalités liées à la communauté juive, exactement comme les gens de la communauté organisée font quand ils sont entre eux. C'est-à-dire que la seule question, c'est qu'est-ce qui est bon pour nous? Est-ce que lui est juif? Il ne se pose que ce genre de questions. Faut bien comprendre. J'invite les gens à lire Actualité juive. Enfin, je veux dire, c'est bien plus radical que démocratie participative. Voyez, hein, il liste les juifs. Lui, il est juif. Lui, il est de la communauté. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que c'est bon pour eux? Etc. Enfin, faut vraiment lire. Lisez Actualité juive. Vous emmerdez pas à lire démocratie participative. Donc voilà. Cet internaute a fait 10% enfin vraiment rien, et là c'est pareil, ce sont le Darmanin qui a voulu faire du zèle, a cru judicieux de s'acharner, et là c'est ce qu'on appelle, je crois, l'effet stressante. Je crois que c'est un nom sur les réseaux sociaux, quand on dénonce quelque chose et qu'on lui fait beaucoup plus de publicité que ce qu'il avait. Et je dois dire que c'est un internaute qui est un de mes correspondants, je m'en cache pas, et qui d'ailleurs qui est le correspondant auquel je m'étais référé quand on avait fait la liste des qui dans les médias dans une précédente émission, et d'une vidéo qui est accessible sur YouTube, qui est complètement documentée. Ces gens revendiquent leur appartenance communautaire. Enfin, on est vraiment dans une dérive très très inquiétante, et en même temps il y a un côté tu sais, l'enfant qui criait au loup, tu sais, à chaque fois il crie au loup, puis au bout d'un moment on le croit plus, et puis le loup arrive, et on est là-dedans, quoi. Voilà. Oui, une autre chose avec ce site, c'est qu'il n'a pas employé une seule fois le mot juif. Non, mais bon, là, je te dis, c'est un délire intégral. C'est tombé sur lui, ça aurait pu tomber sur un autre. Enfin, surtout la différence avec le temps jadis, quand on disait les juifs empoisonnent des puits, ça peut être faux et c'est une accusation abusive. Mais là, dans la liste, c'est que des gens qui sont des militants de la vaccination obligatoire et du narratif officiel Covid. Donc finalement, il n'y a pas de diffamation, par exemple, aucunement. On fait la liste de gens qui sont les acteurs principaux qui agissent pour imposer le narratif Covid et la politique Covid à la population. Donc il n'y a aucun délit. Il n'y a aucun délit, il n'y a aucun mensonge, puisque c'est ça qu'on pourrait montrer du doigt. Et il n'y a pas de sous-entendu, c'est-à-dire il n'y a pas derrière ces machins qui tireraient les ficelles, alors que le lien n'est pas avéré et que ça pourrait être, comment dirais-je, abusif. Parce que c'est ça, traditionnellement, que les Juifs reprochent à ce qu'ils appellent les antisémites, c'est de dire, vous dites que nous tirons les ficelles, et c'est faux, c'est pour nous désigner à la vindicte. Mais aujourd'hui, si dans le qui je mets le jeune Enthoven, Raphaël Enthoven, il va pas me dire quand même que je l'accuse abusivement d'être un agent de propagande ultra de la vaccination, puisque c'est son travail quotidien permanent. Et c'est là où ça devient dingue, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, est accusé d'antisémite celui qui relaie en fait l'activité d'un militant communautaire, mais pour s'en plaindre, c'est tout. C'est-à-dire que si vous dites c'est formidable le travail que fait en ce moment Raphaël Enthoven pour éclairer les gens pour qu'ils comprennent la bêtise des antivax,
Il va pas vous dire vous abusez ou vous diffamez sur ce qu'est mon propos. Il va se réjouir effectivement que vous vous réjouissez. Donc maintenant l'antisémitisme c'est simplement ne pas s'extasier devant l'activité d'un militant de la communauté. Voilà, ça s'appelle de l'antisémitisme si on s'extasie pas, ou si simplement on fait remarquer que ils sont quand même très très largement dans le camp du narratif officiel, alors que ça pourrait être équilibré et on pourrait se poser la question non pas qui mais pourquoi. Pourquoi il y a autant de militants de la communauté qui veulent à tout prix nous faire vacciner, par exemple, vous voyez. Donc peut-être que demain, d'ailleurs, l'intelligence, ça serait d'avoir des pancartes et de mettre pourquoi. Hein, pourquoi sont-ils aussi militants et aussi actifs de ce côté-là? Et là, immédiatement, ça serait aussi accusé d'antisémitisme, alors qu'en fait, c'est une question totalement légitime par rapport à leur activité de groupe. Et c'est là où je dis, on a changé d'époque et on a changé, on a passé un cap. C'est qu'aujourd'hui, il n'est plus question de dire qu'on diffame ou qu'on attribue abusivement. Il est simplement, on est châtié, menacé et châtié, parce qu'on a fait remarquer que, voilà, Et là, on est passé réellement dans quelque chose de dictatorial. Et je dis de dictatorial d'ailleurs, qui va au-delà de la dictature, parce qu'un dictateur ne s'est jamais plaint que le peuple dise qu'il a le pouvoir et qu'il a même tous les pouvoirs. En général, il est même assez content qu'on le fasse remarquer. Alors que là, on est face à des dictateurs qui nous châtient parce qu'on fait remarquer une réalité qui d'ailleurs eux-mêmes revendiquent et qu'ils affichent en permanence par leur activité, c'est on fait remarquer qu'ils ont un pouvoir dictatorial. Voilà. Hein. Et ça me fait penser d'ailleurs, si on veut trouver une analogie, à ce qu'on appelle le stupeur et tremblement, c'est-à-dire que ça, c'est au Japon, dans le Japon ancien, on pouvait être condamné à mort si on osait croiser le regard de l'empereur. Vous voyez, ça s'appelait stupeur et tremblement. Quand l'empereur passait, vous deviez regarder par terre et afficher, comment dirais-je, une attitude de stupeur et de tremblement pour bien marquer la différence, la distance abyssale qui séparait le simple mortel de l'empereur. Hein. Et là, on pourrait transposer le simple gentil de l'élu. Et là, on est vraiment là-dedans. Aujourd'hui, on est dans la dictature d'une communauté qui pratique une politique qui ressemble d'assez près à ce qu'était le code de conduite citoyen dans l'empire japonais d'avant la défaite. Vous voyez, hein, c'est stupeur et tremblement. Alors, ça me fait penser à plusieurs choses que vous dites, Alain. La première, c'est qu'il y a eu une multiplication des panneaux qui, en tête ou à l'intérieur des cortèges, ça c'est la première remarque. La seconde, c'est qu'en effet, il y a beaucoup d'autres questions qu'il s'agirait maintenant de commencer à poser, puisque les gens commencent à comprendre qui. Il faudrait demander depuis quand, pourquoi, comment, par la vaccination, peut-être demain par la famine, comme ils ont fait en Ukraine en 1934, avec qui, etc. Donc il y a d'autres questions. Jusqu'à quand? Voilà. Et je pense que les manifestants seraient bien inspirés de reprendre tous ces pronoms interrogatifs et les mettre sur des panneaux afin d'étendre maintenant, je dirais, le domaine de la lutte. Et puis la question qui va se poser très vite pour Cassandre, c'est combien ça... Ah non, ça par contre, Alain, vous savez que si on commence à mettre combien sur des panneaux, là on touche à des sujets qui malheureusement sont totalement réprouvés par les lois scélérates. Pour ceux qui voudraient écrire quand sur des panneaux, qui ne se trompent pas d'orthographe, hein. Donc une autre remarque, oui, c'était sur la mobilisation justement. On sent bien qu'il y avait aussi dans cette affaire Cassandre, Xavier, une tentative peut-être d'éteindre un peu la mobilisation en décourageant les gens qui craignaient d'être eux aussi assimilés à l'antisémitisme. Ou c'est une pensée paranoïaque de ma part? Oui, non, mais il y a certainement, bon, ça joue certainement. Moi, je regarde le sondage IFOP là de dimanche dernier, bon, qui est je veux dire, c'est ça l'outil quoi, hein, pour sonder l'opinion. Bon, et c'est à peu près ça qui circule. Bon, ce que je vois, c'est qu'à la fois on a quand même maquillé pour essayer de dire que c'était rien. Et en même temps, quand on regarde les résultats du sondage, on comprend qu'ils se chient un peu dessus, quoi. Donc on va voir. Et puis il y a ce facteur qui touche au cerveau reptilien et puis à l'instinct vital, à l'instinct de survie, qui est la question de la vaccination des enfants qui va se poser. Et parce que là, jusque-là, bon, qu'on vaccine à la limite des retraités sur la côte atlantique et qu'on règle en marge le problème des retraites, parce que c'est ça en fait la vaccination pour l'Occident, hein, c'est ça. Et puis qu'on vaccine des gens du tertiaire qui de toute façon n'auraient pas eu d'enfants. Bon, jusque-là, on est dans
on est dans l'acceptable, quoi. Puis voilà. Mais là on va rentrer dans la vaccination des enfants, c'est-à-dire un problème sur l'avenir à long terme, quoi. Ça va, on va voir quelle corde ça touche, et moi je pense que le gouvernement peut même arriver à faire machine arrière. Alors ça peut être si on se projette, ça peut être ou un reconfinement, mais ce qui serait bizarre puisqu'on a quand même vacciné 78% des Français, hein, c'est ça le chiffre officiel. Je me rends pas compte parce que je trouve les terrasses à Paris étrangement vides pour des gens qui soi-disant auraient tous à 80% le pass sanitaire. Ça me semble, je sais pas. Alors on me dit aussi que le taux de vaccination est lié aux aides qu'on touche de l'Europe. Alors je sais pas. Peut-être qu'il y a les chiffres sont pas si exacts que ça. Voilà. Mais donc est-ce qu'on va vers un reconfinement? Est-ce que on va débloquer un médicament nouveau avec une molécule nouvelle qui soignera le coronavirus ce coronavirus sans passer par la vaccination pour désamorcer justement le discours complotiste? Est-ce qu'on peut être par des stratégies de vague, hein? On voit bien que Macron, le 12 juillet, il annonce tout, il met le paquet, il met la colère, puis c'est au début de l'été, donc comme ça on se dit bon, l'été va se passer, donc ça chauffe un peu. Enfin, vous voyez, c'est comme le lait sur le feu, quoi. C'est l'apprenti sorcier, quoi. Il y a toutes les casseroles en même temps, et faut avoir plusieurs fers au feu, etc. Donc faut voir ça aussi dans le long terme. Et puis au niveau du grand reset, on voit bien que sur la dépopulation mondiale, s'il faut passer de 7 milliards à 1 milliard comme c'est annoncé et revendiqué d'ailleurs, est-ce qu'on va aller vacciner un par un tous les Africains? Est-ce qu'on va aller vacciner un par un tous les Égyptiens, tous les Pakistanais? Tout ça me semble extrêmement compliqué. Et dans le livre de Schwab, on voit très bien que c'est la question de la rupture des chaînes commerciales et d'approvisionnement qui est projeté comme moyen de famine. Là, tu faisais référence à l'Ukraine. On pourrait aussi parler des Irlandais, hein, comme je veux dire, ça a déjà été fait dans l'histoire. C'est pas une innovation, quoi. Provoquer la famine. Donc là, les pays sont cités, hein, dans le grand reset de Schwab. Je cite l'Égypte, l'Inde, le Pakistan, le Nigeria, les Philippines. Donc, vous voyez, un certain nombre. Et puis l'effondrement du tourisme aussi. Là, on voit aussi l'attaque sur la monnaie au Liban. Hein, on voit très bien sur un pays comme le Liban comment c'est ciblé, comme par hasard le Liban. Voilà. Donc voilà toutes ces projections qu'on peut faire sans affirmer, mais essayer de dégager des perspectives. Écoute, je propose qu'on revienne sur cette histoire de chaîne d'approvisionnement en deuxième partie d'émission qui va commencer très bientôt. Je voudrais quand même qu'on termine cette affaire Cassandre avec vous, Maître Viguier. Vous l'avez dit sur la question de l'antisémitisme, le droit finalement le droit est nu, le droit n'existe plus. Mais il y a un autre signe de la très grave dégradation du droit français, c'est la suspension de la hiérarchie des normes, puisqu'on nous demande de violer le secret médical à tout bout de champ pour prendre un café en terrasse. Est-ce que là, vous pourriez aussi éclairer nos auditeurs sur ce sujet? Parce que je crois qu'aucun recours, aucun référé n'a été accepté par les instances. Alors écoutez, sur le raisonnement juridique, je pense qu'il faut garder les pieds sur terre. Et pour rester sur le cas qui nous intéresse, hein, le cas du panneau de Cassandre, pour ajouter une dernière chose, en tout cas de ma part, il faut rester sur l'analyse du concret. C'est-à-dire, on a là une pancarte et il faut faire des comparaisons. C'est comme ça qu'on réfléchit. Et la comparaison qui peut venir à l'esprit immédiatement, c'est celle avec l'étoile jaune. Ces étoiles jaunes qui portaient l'écrit non vacciné. Vous voyez? Donc là, vous voyez qu'on a déjà un éclairage juridique justement, et on rentre pas dans parce que excusez-moi, mais ces histoires de hiérarchie des normes, vous rentrez dans un délire qui est exactement le délire du système. Hein. Bon, alors restons sur le cas. Ce que l'étoile jaune nous a appris, c'est qu'effectivement la question primordiale, c'est la question qui porte le symbole. Et Xavier Poussard faisait remarquer tout à l'heure qu'ici on avait une jeune femme française vraiment typique. Il a oublié de mentionner d'ailleurs le Burberry, qui à mon avis a été déterminant. Et c'est ça qui détermine le sens du message. C'est-à-dire que le message n'est jamais analysé en lui-même et pour lui-même. Il est toujours analysé en fonction de celui qui l'énonce. Et on l'a bien vu pour l'étoile jaune, puisque des étoiles jaunes qui étaient portées, par exemple, en Israël, par des manifestants anti-vaccins, ne suscitaient aucun problème. Et
il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut que les Français se souviennent et comprennent, et ça c'est le message qu'ils ne leur est pas dit suffisamment clairement. Il faut que les Français comprennent que dans le drame de la Shoah, ils ne sont pas victimes. Dans le drame de la Shoah, le peuple français est du côté des coupables. Et c'est ça, à mon avis, que rappelle la réaction au port de l'étoile jaune non vaccinée. Ce qui est insupportable, c'est de voir les complices de la Shoah, les descendants des complices de la Shoah, revendiquer le symbole des victimes. Et finalement, pour la pancarte, il faut comprendre qu'elle est analysée, peut-être inconsciemment, de la même manière, c'est-à-dire que ce qui est insupportable, c'est le côté de la liste, si vous voulez. Voilà. Quand vous avez une liste de juifs portés par une Française, ça renvoie directement à la chambre à gaz. Bon, voilà. C'est dans cette mentalité-là qu'il faut arriver à se placer. Et je sais que mes confrères des associations nous écoutent, et je pense pas qu'ils me démentiront sur cette analyse. Alain, il y avait des sujets que vous vouliez aborder. Je voulais faire une petite remarque quand même, c'était sur, on trouve scandaleux d'assimiler l'étoile au problème de la vaccination, et ceux qui font cette remarque sont souvent les mêmes qui brandissaient du CRSSS à tout va dans les temps anciens. Et la main jaune de SOS Racisme, qui était une référence à l'étoile jaune plus qu'explicite. Donc toute leur vie, ils ont fait du réduction ad Hitlerum, ouais. Et là ils viennent s'étonner que les Français aient des réflexes israéliens. C'est-à-dire c'est voilà. Des réflexes israéliens de traiter tout le monde de nazi. Parce que ça leur est réservé, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que ça leur est réservé. Mais donc, oui, faisons cette remarque. Hein, le CRS égale SS, c'était le slogan des gauchistes qui dure depuis 68 jusqu'à hier. C'est vrai qu'il est un peu démodé. On est tous des juifs allemands aussi. On est tous des juifs allemands, ouais. La petite main jaune de SOS Racisme qui était se plaindre de l'immigration incontrôlée, revient exactement à se plaindre de la présence des juifs dans l'état pétainiste. Hein. Donc en réalité, c'est toujours pareil avec le politiquement correct et qui devient politiquement incorrect et réciproquement. C'est la communauté organisée qui décide en fonction d'intérêts momentanés ou de changements de stratégie ce qui est scandaleux ou ce qui ne l'est pas. Alors qu'en réalité, sur le fond, c'est exactement la même chose. Hein. Donc la petite main jaune des SOS Racisme, aujourd'hui d'ailleurs, si les musulmans, s'ils étaient un peu stratèges et avaient le sens du collectif, pourraient, quand Zemmour les désigne à la vindicte populaire, ils pourraient très bien rappeler la petite main jaune et se revendiquer de la petite main jaune, puisque ce sont les mêmes, hein, ces islamistes potentiels, c'était les porteurs de la main jaune, des chances pour la France de Julien Drey il y a quelques années. Hein. Et ça serait marrant de dire, qui disent, voilà, on nous stigmatise comme les juifs, et au lieu de mettre une étoile directement, de remettre une main jaune en mettant dessus musulmans, par exemple, et là, les mêmes qui ont fabriqué le truc contre, on va dire, le Front National de l'époque, diraient, c'est scandaleux, ces musulmans qui se revendiquent de la souffrance de la Shoah, alors qu'on sait le rôle qu'a joué le grand moufti de Jérusalem dans la solution finale, si je veux citer Netanyahou pour les initiés et les érudits. Hein, voilà. Donc en fait, ces gens-là changent le sens du symbole et l'usage du symbole à volonté, et je dirais dans des changements du tout au tout, et nous devons en permanence regarder des girouettes nous dire dans quel sens souffle le vent. Et il faut surtout pas avoir un coup de retard, hein, parce que si on a un coup de retard, on est immédiatement bastonné. Hein, voilà. Pourquoi tant de haine ? Alors, on va se retrouver pour cette seconde partie du magazine Pourquoi tant de haine sur l'affaire Cassandre. On va élargir un peu les horizons. Xavier, tout à l'heure, vous évoquiez avant la coupure la situation en fait qui est produite à la fois par les confinements, par on peut dire aussi une sorte d'abaissement de toutes les instances supranationales du genre Union européenne, Union asiatique, etc. par des décisions, le retour de la décision nationale, surtout pour la reprise en main des frontières de nombreuses nations dans le monde.
y compris en Europe. D'ailleurs, on a vu que chacun, au début de la pandémie, avait un petit peu tiré la couverture à soi. On a entendu parler de stocks de masques qui étaient retenus sur des tarmacs. On a entendu parler d'aide internationale qui venait de Chine pour venir aider les Italiens. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, on rentre dans une certaine démondialisation, mais pas du tout celle qu'on aurait souhaité, celle qui pourrait déboucher, disiez-vous, sur une rupture profonde des chaînes d'approvisionnement. Oui, alors l'idée, elle est quand même la suivante, c'est que sur la pandémie, on voit très bien que, bon, c'est un objet politique, les gens qui nous écoutent le savent, d'ailleurs, on voit très bien qu'on est passé de Trump à Biden avec derrière l'État profond, c'est-à-dire incarné par Anthony Blinken. Là, on est vraiment, intéressez-vous au parcours d'Anthony Blinken, là, on est vraiment dans l'incarnation du pouvoir profond, de ce pouvoir profond de banquiers et de technocrates que nous promettait Kissinger. On voit très bien qu'on est passé avec ça, avec Macron, Rothschild, et puis en Italie, où il y avait une alliance populiste qui a été remplacée par Mario Draghi, qui est l'incarnation de l'articulation BCE Goldman Sachs. Vraiment, on est vraiment, et puis une gestion technocratique implacable. Et ceux qui disent oh là là, c'est des amateurs, ils sont quelle erreur ils ont pas commise, effectivement, se trompent, puisque en vérité, moi je suis sidéré de la maîtrise du camp mondialiste. Je suis de la coordination, de la maîtrise. Alors, faut dire, il y a la planche à billets, il y a la machine médiatique, il y a des tas de choses. Mais enfin, c'est très très impressionnant. Et on voit malgré tout que l'histoire continue d'avancer contre eux dans certaines zones. Là, typiquement, c'est sur ce qu'on voit en Afghanistan. On voit les talibans. Bon, faut voir ce que ça va donner avec la Chine, parce que apparemment, ils ont déjà trouvé un accord pour pas qu'il y ait de problème avec l'opium, les Ouïghours, enfin toutes ces questions-là. La question avec le Pakistan. Que la Chine comme facteur de paix, pourquoi le Pakistan ne fait pas la guerre à l'Iran alors que c'est le plus gros pays sunnite et le plus gros pays chiite? Est-ce que la Chine va jouer la paix sur la frontière avec pakistano-afghane, avec les Pashtuns? Enfin, toutes ces questions-là qui continuent malgré tout d'exister. Et est-ce que les mondialistes, en faisant avancer leur agenda, ne sont pas tentés, je dirais, de renverser la table pour se maintenir? C'est exactement, vous voyez, vous avez deux ados qui jouent à la PlayStation, et au bout d'un moment, il y en a un qui sent qu'il va perdre, et il débranche le jeu, quoi. C'est tout simplement. Et il y a de ça dans le Grand Reset. Et le point central, c'est l'articulation entre cyberpandémie, décrit par Schwab, cyberpolygone, je crois, c'est-à-dire la rupture de l'internet mondial, avec qui détruirait cette chaîne logistique, cette chaîne d'approvisionnement interconnectée, et qui plongerait le monde dans une rupture qui est similaire à ce qui s'est passé en 1859 avec la fin des premières télécommunications suite à une tempête solaire. Faut s'intéresser à cet événement-là, mais là qui serait démultiplié de par la place qu'a pris Internet dans toute la logistique. Et donc là, on voit très bien ce qui est annoncé. Je veux dire, lisez dans le Grand Reset de Schwab, on nous dit plus la croissance démographique est élevée, plus nous perturbons l'environnement, plus le risque de nouvelles pandémies est élevé. Donc il faut réduire la population. Et là, ils nous disent, Schwab écrit, la rupture des chaînes commerciales et d'approvisionnement causée par la pandémie provoquera une dévastation immédiate. De nombreux pays du Moyen-Orient et du Maghreb sont particulièrement à risque. Etc. Dans les pays plus grands comme l'Égypte, l'Inde, le Pakistan, le Nigeria et les Philippines, pour lesquels les envois de fonds sont une source cruciale de financement extérieur, cela créera beaucoup de difficultés et rendra leur situation économique, sociale et politique encore plus fragile, avec une possibilité très réelle de déstabilisation. Et ensuite, donc tout est cité comme ça. Et est-ce que cette possibilité-là va arriver effectivement via la cyberpandémie? Est-ce qu'ils vont aller jusque-là, ce qui reviendrait à renverser la table pour bloquer effectivement l'irrésistible ascension de la Chine, quoi? Très bien, Xavier, merci. Il y a aussi d'autres aspects que j'aurais voulu qu'on aborde, messieurs. C'est quelle est la suite, quel est l'épisode qui va suivre la pandémie? On imagine bien que les passes sanitaires pourraient être rapidement finalement remballés, comme le disait Xavier tout à l'heure. On pourrait imaginer que on les remballe finalement. On aura quand même passé une marche, on les remballera parce qu'il y aura peut-être des médicaments, peut-être parce qu'en fait on mettra la vaccination obligatoire pour tout le monde, ce qui fait que d'une certaine façon le pass sanitaire deviendra inutile. On ne pourra plus rien faire sans pass sanitaire pendant une brève période, y compris ses courses alimentaires. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette information, mais dès à présent,
pour aller faire ses courses dans les hypermarchés de la région Rhône-Alpes, il faut désormais présenter un pass sanitaire. Alain Soral, est-ce qu'on va passer de la pandémie à l'holodomor, à peut-être la famine, ou en tout cas une certaine forme de pénurie qui se traduit d'ores et déjà dans la hausse des prix? La question, c'est de savoir si nos maîtres oligarchiques ont les moyens de se faire obéir, je dirais, au deuxième niveau, par ce qu'on appelle les capots, hein, ou les cadres, quoi. Parce que c'est ça la question. On a un peuple qui forcément est victime d'une stratégie politique globale et dont la colère est obligée de monter, puisqu'on est en train de ruiner des commerçants, des restaurateurs, imposer une dictature assez absurde à des gens qu'on a habitués aux droits de l'homme, à la démocratie, etc. Donc on voit bien l'intérêt du haut de la pyramide. On voit bien leur intérêt, évidemment. Mais il faut se rappeler que c'est une petite bande de vieillards, hein, ce qu'on appelle des boomers, qui sont assez peu nombreux, assez vieux, et si simplement on prend déjà leurs rejetons, c'est-à-dire leurs enfants sont déjà ont plus du tout le même niveau de maîtrise et de brutalité que leurs parents. On peut faire le parallèle d'ailleurs avec l'armée israélienne, vous voyez. L'armée israélienne de l'époque de la guerre des 6 jours, c'était quand même quelque chose, hein. Il y avait un rêve israélien, il y avait vous voyez, on parlait d'une nouvelle race de juifs, hein, le juif guerrier, etc. La fin de la voussure, on disait comme ça. Et aujourd'hui, on voit très bien que les Israéliens, si on regarde Tel Aviv, ce sont des jeunes qui fument du shit, qui écoutent de la musique mondiale, qui n'ont pas très envie de se frotter au Hezbollah, hein. Donc on a ce problème, je dirais, il faut réfléchir presque, je dirais, plus qu'en classe sociale, mais en strate. Comment structurer le pouvoir? C'est que qui va, comment dirais-je, sur le terrain, imposer les mesures insupportables, voire jusqu'à génocidaires, au peuple? C'est ça le problème. Alors on a parlé effectivement de la raison peut-être pour laquelle on remplissait l'Europe occidentale et la France notamment de migrants, c'est-à-dire de jeunes Africains venus de zones de guerre de 20 ans, qui pourraient à un moment donné être enrôlés au-delà de Uber. Uber, c'est peut-être le stage d'échauffement. Ils font du vélo pour être en forme, et après on leur demandera de nous imposer le respect des mesures. Mais parce que sinon, on voit bien que le simple flic, qui est aussi quand même un Français nourri aux droits de l'homme et à l'antiracisme, va avoir du mal quand même à traîner des enfants par les cheveux avec la maman qui hurle derrière pour aller les vacciner de force. Donc moi, la grande question, c'est est-ce que tout ça n'est pas un peu du bluff, et quels sont les moyens réels et non pas les moyens virtuels, parce que tout le reste c'est du virtuel. La communication est virtuelle, les décisions sont virtuelles, l'argent même est virtuel d'une certaine manière, mais dans le réel, comment ces dictateurs vont-ils réussir à se faire obéir du peuple? Entre le peuple en souffrance et le dictateur, il faut qu'il y ait les forces de police d'une certaine manière. Il faut qu'il y ait les matraqueurs. Alors on a vu effectivement qu'avec l'épisode Gilets jaunes, ils les avaient encore. Et là, effectivement, on a eu le message que les forces de police ne seraient pas, elles, vaccinées, pour donc faire respecter le vaccin aux autres. On comprend bien, effectivement, c'est de la corruption en réalité. On donne des primes aux flics pour qu'ils matraquent le peuple en se sentant effectivement du côté des privilégiés plutôt que du côté du peuple en souffrance, en leur filant des petits privilèges, la non-vaccination, des primes, etc. Mais la vraie question, c'est combien de temps cela peut-il tenir? Quels sont réellement les effectifs? À quelle vitesse ces effectifs répressifs s'érodent face à la violence de la réalité? Pour moi, c'est ça la vraie question. Et il est très possible, en fait, que ces boomers dictatoriaux et délirants, transhumains, hein, qui sont des boomers qui essayent d'accéder à la vie éternelle, hein. Oui, il y a un côté grotesque, hein. Est-ce que vraiment ils ont les moyens de nous soumettre? Voilà. Et à un moment donné, ces moyens, il faut arrêter de fantasmer. C'est des moyens concrets. C'est-à-dire, c'est un homme qui écrase la gueule d'un autre homme, hein, comme dans le Talon de fer, vous voyez, hein, c'est un type qui cogne sur un autre type. On n'en est pas encore à des robots et à des drones, comme dans les films de science-fiction, qui nous balanceraient des décharges électriques. On n'y en est pas tout à fait là. D'ailleurs, c'est à ça qu'ils veulent venir, hein. Mais là, ils sont peut-être un peu courts, c'est ça que je veux dire. Et ce que j'espère, c'est que tout ça va leur péter à la gueule. Et ça s'appelle en fait une révolution. Quand à un moment donné, le dictateur demande à la police de tirer sur la foule, et puis finalement, il y a fraternisation des policiers et de la foule. Ça s'est déjà passé en France, hein, plusieurs fois, dans des temps qui sont pas si lointains que ça, sur des grévistes. Et puis à ce moment-là, le dictateur, la foule et la police se marchent ensemble vers le palais du dictateur, et là le dictateur, ses jours sont comptés. Et il peut appuyer sur tous les boutons qu'il veut, et il est tout seul, hein, il est tout seul. Et ça a souvent existé dans l'histoire, et il n'y a aucune raison pour que ça se reproduise pas. Donc moi, ce que j'aime pas, c'est les fatalistes, hein. Il y a ceux qui vous parlent de contre-productif.
À ceux-là, je leur demande qu'ils m'expliquent à quel moment ils ont été productifs dans leur combat depuis la Révolution française. Une certaine droite qui pense qu'on est contre-productif parce qu'on est trop radical dans le qui, vous voyez. Et puis il y a aussi ceux qui pensent que le virtuel, c'est le réel, et que donc ces gens-là ayant le contrôle total du monde virtuel, ils peuvent tout nous imposer dans le réel. À un moment donné, il y a la phrase de Lénine, l'éternel retour du concret. Il faut à un moment donné, c'est moi physiquement, comment dirais-je, Macron ne me fait pas peur, c'est ça que je veux dire. Il faut qu'il ait des matraqueurs entre lui et moi, et que ces matraqueurs lui obéissent inconditionnellement. Et tout ça est soumis aux aléas du temps, de la réalité. Et moi, j'espère et je travaille au moment où l'homme en uniforme qui est entre Macron et moi, à un moment, il décide de taper sur Macron et plus sur moi. Et ça a toujours existé dans l'histoire. Et on est quand même dans un processus d'aggravation d'illégitimité, d'absurdité même, pour certains, qui va dans le sens de ce retournement, de l'homme en uniforme qui, à un moment donné, va se retourner contre le donneur d'ordre. Et c'est à ça qu'on travaille, c'est à ça qu'il faut travailler, c'est ça qu'il faut espérer. Et je dirais, c'est quand même un peu ça aussi le sens de l'histoire. C'est pour ça que moi, je n'aime pas, comment dirais-je, les défaitistes et les gens qui prennent justement le narratif officiel qui est très virtuel, qui s'y soumettent en réalité. Ces gens-là sont quand même des escrocs. Et à un moment donné, l'escroc, il faut le démasquer comme escroc, pas valider son escroquerie. Voilà. Et moi, voilà comme je vois les choses, et c'est pour ça que je reste un optimiste. Maître Viguier, quelques commentaires? Là, c'est difficile pour un juriste de donner un avis. Écoutez, un juriste, traditionnellement, il a d'abord une crainte, lui, c'est celle de l'anarchie, c'est-à-dire du vide institutionnel. On en a des exemples très nombreux. Vous voyez, par exemple, tout récemment, les Américains quittent Kaboul, les talibans ne sont pas encore là, et on voit qu'il y a des flottements. Il y a des moments où il n'y a plus d'État. Et là, ça se traduit par le pillage. Le pillage, le crime, les règlements de compte, voilà. C'est ça qu'un juriste, et de manière plus générale, un bourgeois en général, n'aime pas ça, et a peur de ça. Bon. Le recours dans des situations comme la nôtre, c'est pas forcément le chaos. Moi, il y a un terme qui est en train de perdre ses lettres de noblesse, et franchement, je le déplore beaucoup. C'est à propos de ce qui se passe au plan sanitaire en France. On utilise beaucoup trop le mot de dictature. Parce que c'est un mot qui est noble, et en réalité, un juriste vous dira qu'on n'est pas réellement en dictature. Tout se fait dans les clous, dans le respect des règles. Ce sont les autorités compétentes qui prennent les mesures qu'elles ont le droit de prendre. Et c'est malheureux de parler de dictature sanitaire. On peut parler de tyrannie sanitaire, mais la dictature, c'est qui passe parfois par le coup d'État. Dans des situations de crise grave, la dictature, c'est vraiment le salut de la nation. Donc ça, je voulais simplement, c'est la remarque que ça m'évoque, toutes les catastrophes à venir que l'on peut imaginer. Voilà, c'est une remarque un petit peu, c'est tout. Merci, maître. Pour tout vous dire, messieurs, moi, je voudrais vous faire part aussi de mes craintes. Moi, ma crainte, je crois que vous l'avez compris déjà, c'est la famine. Alors évidemment, elle va pas venir du jour au lendemain. Xavier, je voudrais vous entendre là-dessus. Vous disiez tout à l'heure hors micro que pour ce qui est de l'Afrique, c'est pas le vaccin qui va les stériliser et donc régler le problème de la population mondiale pour les ultra-riches mondialistes du genre de Klaus Schwab ou de Monsieur Bill Gates. Vous parlez là plutôt pour le coup, de rupture des approvisionnements alimentaires venus de l'extérieur, pour le coup. C'est la question que posait Alain, c'est le Great Reset, combien de divisions? Vous voyez? Et le problème, c'est que au bout d'un moment, là, j'étudie un autre sujet qui s'appelle ce qu'on appelle le Quad, c'est-à-dire en fait l'alliance que sont en train de mettre en place les États-Unis pour encercler la Chine. Vous voyez? Et le Quad comprend le Japon, donc qui est un pays vieillissant, l'Australie, qui est une nation bizarre, les États-Unis. Et ont-ils encore envie de se battre, et l'Inde. Donc on voyait que l'idée c'était quand même d'envoyer les Indiens sur les Chinois, quoi. Mais il y avait un retard conséquent dans l'adaptation, dans la mise à niveau technologique et au niveau de la formation de l'armée indienne. Donc c'était toutes ces questions-là qui se posaient. Moi, honnêtement, vous voyez, il faut comprendre, dès le mois d'octobre, Vladimir Poutine a lancé des avertissements
en disant en substance ceux qui veulent renverser la table, nous n'avons qu'une chose à leur dire, c'est que nous nous couvrirons pour pas prendre froid à leur enterrement. Vous voyez, avec une référence un peu au Covid. Vous voyez, et on voit tout ça. Donc il y a quand même le rapport de force, il y a le jeu des nations qui continue. Le Covid devient un objet de relations internationales. Bon, voilà, si après une bande de fous a comme idée de couper l'internet mondial pour déstabiliser les chaînes d'approvisionnement et les chaînes alimentaires, alors parce que bon, tout le monde est d'accord qu'il faut un rééquilibrage de la mondialisation, consommer local, etc. Mais cette chose-là doit être faite dans les règles, par une série de normes au fur et à mesure. Ça, tout le monde est d'accord. Mais couper l'internet mondial pour créer une famine et régler comme ça la surpopulation du Nigeria de façon hypocrite, en fait, parce que ce que reproche le reste du monde à l'Occident, c'est qu'il faut bien comprendre, l'Occident c'est un tas de nigauds ramollis par la société de consommation, dirigés par une poignée de psychopathes. Et ça, tout le monde l'a compris dans le monde, hein. Tout le monde sait ce que c'est que l'Occident. Il y a que les Occidentaux qui ne savent pas ce que c'est que l'Occident. Et si l'Occident veut continuer à vivre et ne pas s'effondrer, il faut justement une prise de conscience, et cette prise de conscience, malgré tout, elle nous est imposée par la vaccination des enfants. Et là, les gens prennent véritablement conscience de la bête, quoi. C'est la bête, effectivement, c'est la bête de l'événement, comme dirait Macron. Donc voilà, il y a d'abord la solution intérieure qui repose sur nous, et puis il y a aussi des facteurs extérieurs qui, eux, sont des garde-fous. Alors aussi, j'apprécie pas trop aussi le côté anti-chinois. Là, on voit qu'il y a des officines anti-chinoises qui essayent de récupérer le mouvement contre le pass sanitaire, avec The Epoch Time ou ce genre de choses. Bon, voilà, aussi, ne pas sans arrêt se tromper d'adversaire. Je veux dire, le pass sanitaire, c'est ni les nazis, ni les Chinois. Et que un type qui a déjà été emmerdé dans sa vie par des nazis ou des Chinois, si ça lui est arrivé, qu'il m'écrive. Hein, voilà. Au bout d'un moment, faut... Et c'est pour ça que qui ça les dérange. Si vous voulez que le pass sanitaire soit les nazis ou les Chinois, vous pouvez y aller. Limite, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, là, on touche le nerf principal. Voilà. Très bien, messieurs, le temps avance. Je voudrais donner quelques perspectives aussi pratiques à nos auditeurs. Maître Viguier, qu'est-ce que les parents ont comme recours, soit juridique, soit dans l'ordre de l'action, pour prévenir l'injection de thérapie, enfin de produits expérimentaux dans des enfants qui ne sont l'objet d'aucune épidémie d'affection respiratoire aiguë à la rentrée 2021. Que faut-il faire, Maître Viguier? Retirer ces enfants de l'école? Écoutez, sur ces questions, depuis le départ, hein, depuis en passant par le pass sanitaire, mais en partant au confinement, les autorisations de déplacement, etc. L'idée, c'est que je l'ai écrit, hein, on n'attrape pas un poignard par la lame. Les Français ont été dressés depuis des décennies au légalisme. C'est-à-dire tout est dans les textes, et c'est pour ça qu'on voit des gens essayer d'invoquer la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration de 1789, la Convention européenne des droits de l'homme, etc. Bon. Mais le droit n'est pas que dans les textes et n'est pas que dans les lois. Le droit, c'est aussi, comme les Allemands l'avaient compris au XIXe siècle, quelque chose qui est sous-jacent à l'existence d'un peuple. Voilà. Donc je pense que si les Français finissent par comprendre qu'ils ont un droit, et notamment un droit à la survie, hein, ça vaudra tous les arguties et toutes les invocations de textes et de procédures. Donc plutôt l'action que le bouclier de papier et le crayon d'Étienne Chouard. Moi je dirais plutôt la réflexion, parce que pour moi c'est de la réflexion, parce que quand on exerce un recours ou quand on entre dans une procédure, ça s'appelle exercer une action, vous voyez, donc les mots sont codés là également. Hein. D'accord, très bien, merci maître. Pour les parents qui le souhaiteraient, je rappelle qu'il y a une campagne qui a été lancée par de nombreux parents, ARE, année de retrait de l'école 2021. Dès la rentrée, on peut retirer ses enfants de l'école, d'ailleurs à tout moment,
par une simple lettre, puisque je le rappelle, malgré la désinformation qui circule sur ce sujet, l'interdiction de l'instruction en famille ne prendra pleinement effet qu'à la rentrée 2022. Donc là, on a déjà une année pour le faire, et ceux qui l'auront fait avant l'année 2022 pourront proroger ce retrait des enfants des écoles, c'est-à-dire cette instruction en famille, pour au moins les 2 rentrées qui suivront. Alain Soral, quant à vous, quel message pouvez-vous adresser à nos auditeurs pour préparer cette rentrée qui s'annonce très chaude ? Moi, je suis dans l'espoir, hein, puisque l'espoir, sans espoir, il n'y a pas de politique. Hein. La politique désespérée, ça consiste à regarder le monde vous tomber dessus comme un spectacle. Donc moi, je suis dans l'espoir, et mon espoir aujourd'hui, c'est de me dire que on va assister, je l'espère, à la jonction des Gilets jaunes et de la Manif pour tous. Et ça, c'est un grand espoir, parce que c'est la jonction, on va dire, des exclus de la croissance et de gens qui étaient dans une lutte des classes, même malgré eux, donc rejetés par la bourgeoisie et ceux qui s'accommodent de la mondialisation, et à qui on a répondu par leurs légitimes revendications en leur arrachant les yeux et les mains. Donc ils sont toujours là, ils n'ont rien obtenu, ils sont là en latence, hein. D'ailleurs ils sont déjà là dans les grosses manifs anti-pass sanitaires, et ils vont établir la jonction, je pense, sur la question des enfants et de cette angoisse qu'on veuille piquer des enfants qui ne risquent pas d'être malades avec des produits expérimentaux qui peuvent mettre leur avenir gravement en danger sur le plan de la santé, sur le plan de la fécondité, etc. Et donc ça touche la Manif pour tous, c'est-à-dire, on va dire, la bourgeoisie, hein, moyenne et supérieure, cultivée, des villes, qui s'est mobilisée très très massivement à l'époque de la loi dite Taubira. Voilà. Et rappelez-vous que c'était quand même à un moment donné 800 000 personnes sur le Champ de Mars, hein, et puis malheureusement il y avait des petits malins, toujours pareil, qui sont là pour maintenir la colère dans le giron, hein, ce qu'on appelle l'opposition contrôlée, qui, quand ils ont 800 000 personnes à leur disposition, au lieu de leur dire ceux qui veulent maintenant on marche sur l'Élysée, il en reste 400 000, hein, faites marcher 400 000 familles sur l'Élysée, aucun gendarme ne va tirer, et on rentre dans l'Élysée et on change la donne, parce qu'à ce moment-là il y a un sit-in qui s'opère, les télés viennent et on est rentré dans un processus révolutionnaire. Mais quand on vous dit dissolution, on rentre chez nous, ça me rappelle le mot de Maurras en février 34, hein, ce qui fait qu'après on a le Front populaire en 36. C'est quand vous avez réussi à réunir à un même endroit 800 000 personnes en colère et motivées, vous leur dites pas de rentrer chez eux à 18h, hein, ça sert à rien. La preuve, ça n'a servi à rien. Et là, on a quand même effectivement l'expérience des Gilets jaunes, qui savent comment ils ont été traités, l'assise bourgeoise de la Manif pour tous, réunis sur la question des enfants, et si vous additionnez la Manif pour tous et les Gilets jaunes, vous avez le prolétariat en souffrance, la bourgeoisie cultivée qui ne veut pas qu'on touche à ses gosses, hein, et là on a quelque chose, je dirais presque une alliance prolétariat-classe moyenne, hein, ce dont j'ai souvent parlé dans notamment mon texte, qu'il faudrait d'ailleurs que je ressorte à un moment donné sur le passage des Gilets jaunes aux Gilets bruns, voyez. Et là je pense qu'il y a le saut qualitatif révolutionnaire au niveau du potentiel, hein, voilà. Et moi ce que j'espère, c'est que cette violence exercée par le gouvernement, bon, qu'on ne qualifiera pas de dictature, parce qu'après, bon, c'est des questions de définition de termes, hein, mais cette violence exercée sur le peuple français va produire cette jonction Gilets jaunes, Manif pour tous, et que là, ça va produire une déferlante transclasse, hein, c'est très important, puisqu'en général, on arrive à maintenir le pouvoir sur les antagonismes de classe, hein, on monte les classes contre classes, mais là, on va avoir un mouvement transclasse, de fraternité de classe qui se fait sur les enfants, donc sur quelque chose qui est au-delà de l'économique, hein, voilà. Et ça, c'est d'avenir. Voilà. Avec ça, je pense qu'on peut, on a les moyens, on a le levier pour chasser Macron du pouvoir, et Macron est ce qu'il représente, voilà. Hein. Et peut-être après pouvoir aborder sérieusement la question du qui, parce que je le dis bien. Pour les gens qui pensent que c'est contre-productif, le vrai problème de la France, c'est le qui, hein, voilà, et que tant qu'on tourne autour du pot du qui, on ne fait qu'accumuler les défaites. C'est pour ça que j'aimerais bien que les gens qui me parlent de contre-productif quand on va trop radicalement au qui m'expliquent quand
quand la dernière fois ils ont été productifs dans leur action politique. Et alors je pourrais dire quand la dernière fois depuis Mitterrand, quand la dernière fois depuis mai 68, mais je pense qu'on peut remonter sur quand depuis la Révolution française. Voilà. Donc ça c'est un message que j'envoie aux gens, notamment par exemple dans l'entourage de Philippot, qui font enlever discrètement les pancartes qui en disant que c'est contre-productif et qui se contentent effectivement de singer De Gaulle avec la bienveillance un peu suspecte du pouvoir, hein, puisque Philippot, c'est ce qui fait, son numéro est très beau et j'aime bien, mais il n'est absolument pas empêché de le faire. Donc là, il faut toujours se poser la question de l'opposition contrôlée, de ceux qu'on laisse incarner une certaine colère justement pour qu'ils ne l'amènent pas trop loin. Ça me rappelle un peu Frigide Barjot, hein, la Frigide Barjot de la Manif pour tous. Ça me rappelle un peu la manière dont on laisse Philippot aujourd'hui incarner et porter une certaine colère pour qu'elle n'aille pas jusqu'au qui, justement. Et je pense que l'enjeu, il est là. Il faudrait qu'à un moment donné, cette colère légitime, qui est aussi une conscience profonde, puisse à un moment donné aller jusqu'au qui. Parce que tant qu'on n'aura pas réglé cette question du qui, on ne fera jamais que retomber à chaque fois en réalité. Hein, retomber, c'est-à-dire passer de, on va dire en gros, si je veux donner un symbole qui a du sens en ce moment, on passera de Bernard-Henri Lévy à Éric Zemmour. Hein, c'est-à-dire tout changer en apparence pour que rien ne change profondément. Or, il est temps, il est nécessaire, il est même vital pour la France, et même au-delà, de changer les choses profondément. Alain, merci beaucoup pour ces très belles paroles. Xavier, est-ce qu'une des conditions pour réaliser ce programme que vient de dérouler devant nous Alain Soral, ce n'est pas de dégager les gauchistes des cortèges, sans quoi on va avoir une gilet jaunisation du mouvement anti-pass, anti-vax? C'est une question technique parce que c'est des questions de service d'ordre, etc. Bon, qui sont d'ordre technique. Non, sur le qui en France, faut bien comprendre que ce que j'expliquais à propos de l'Occident, c'est que toute la Terre a compris ce qu'était l'Occident et tout le monde a compris que le QG du qui, quelque part, était en France, un peu comme dans le film Edge of Tomorrow, si vous voulez. C'est-à-dire le cœur de la bête, hein, si vous voulez, il est à Paris. Son cœur idéologique, son poumon. Je rappelle que Epstein se fait arrêter à New York en revenant de Paris, que Ghislaine Maxwell est française, que toute l'affaire Epstein avance considérablement. Vous aurez un documentaire à la rentrée qui sort, un documentaire britannique. Et là, sur l'affaire Epstein, on va passer du Epstein travaillait pour le Mossad, de la théorie du complot à la vérité établie. Et dans Vanity Fair de cet été, qui est vraiment le journal chic des élites américaines, et ben le méga groupe qui est le club des milliardaires juifs ayant financé Epstein, hein, qui est en fait je dirais l'arrière-boutique salle du Congrès juif mondial. En fait, c'est ça le méga groupe, hein, puisqu'on retrouve Bronfman, tout ce type de grandes fortunes communautaires, ce qu'ils appellent aux États-Unis, les Jewish Philanthropy, la philanthropie juive, si vous voulez, puisque méga groupe, c'est le groupe des méga donateurs des appels unifiés pour Israël. Hein, c'est ça que ça veut dire. Et donc là, cette vérité-là est couchée sur papier dans Vanity Fair cet été. Et un documentaire anglais va être diffusé en France à la rentrée sur la plateforme Salto, il me semble, sur le fait que Epstein menait une opération de chantage pour le compte du Mossad. Et donc la question du méga groupe, qui est le 3e étage de la fusée, répond à la question qui a financé le train de vie d'Epstein pour qu'il ait un train de vie comparable à celui de Bernard Arnault ou de Bill Gates, c'est-à-dire des premières fortunes mondiales. Donc là, ça veut dire qu'il y a des sommes d'argent énormes qui ont été injectées, et qui a injecté ces sommes d'argent. Donc vous voyez, même à l'intérieur de l'Occident, au sommet, il se passe des choses qu'il faut pas négliger. Ça veut pas dire que au niveau de la base, il faut tenir, il faut rester mobilisé et surtout ne pas désespérer. Tenir, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise et peut-être une aide extérieure au sommet et par en bas. Vous voyez, finalement la bête va finir par être encerclée, et c'est ça qu'il faut viser, et en regardant les choses de manière objective, tout ça n'est pas impossible, et on voit cette violence qui est aussi la violence du gibier à terre, hein, du gibier traqué, et c'est là que le gibier est le plus dangereux, hein, faut pas se leurrer, et Cassandre en a fait les frais, mais il faut pas perdre espoir, et bien avoir en tête que les changements positifs sont complètement envisageables. Merci beaucoup Xavier. On peut faire plusieurs choses. On peut
manifester son soutien à Cassandre sur les réseaux sociaux. Lors des prochaines mobilisations, on peut multiplier les panneaux qui. On peut également multiplier les panneaux, on l'a dit tout à l'heure, depuis quand, jusqu'à où, pourquoi et comment. Et puis, bien sûr, acheter les livres de Maître Viguier et d'Alain Soral, qui chacun de manière très différente, nous permettent aussi de conserver le calme des vieilles troupes, de nous donner du terreau pour notre réflexion, pour je dirais, pour plonger les racines de nos mobilisations dans les terres immobiles, n'est-ce pas, de l'intériorité que propose également Égalité Réconciliation, je dirais, dans son versant de librairie et de maisons d'édition. Voilà, tout cela, toute la lecture du livre d'Alain Soral, évidemment, permettra, j'en discutais longuement avec les camarades lors du festival de la réconciliation qui vient de s'achever. Il y a ces deux, je dirais, ces deux activités, hein, métapolitique et politique. Et vous l'aurez compris, chers amis auditeurs, Égalité Réconciliation est au cœur ardent de la mobilisation et, si Dieu le veut, demain, de la révolution. Chers amis, je vous remercie infiniment et je vous donne rendez-vous pour un prochain Pourquoi tant de haine, l'émission des génocides imaginaires. En attendant, nous comptons également sur votre générosité pour l'encouragement, le financement participatif de la rédaction de Combat, aussi bien que de ERFM, la radio en couleur d'Égalité Réconciliation. Chers messieurs, chers maîtres, à très bientôt. Merci à vous. N'oublions pas faits et documents, hein, parce que si moi je travaille beaucoup sur le comment, le qui quand même est porté principalement par le travail de notre ami Xavier, le travail de faits et documents. Tout le qui est en faits et documents, et même au-delà du qui. Si je peux faire une petite promo, parce que moi je suis là depuis 2 ans, j'ai travaillé sur un peu d'ailleurs à l'aveuglette, et puis en fait ça s'est révélé avoir un sens, c'est-à-dire d'abord le réseau, c'est-à-dire le réseau qui a la manœuvre sur l'opération Covid-19 Grand Reset, qui est en fait le réseau Epstein, qu'on appelle le méga groupe. Donc ça, c'est une série de 11 numéros de faits et documents que vous pouvez commander, qui est, je le dis honnêtement, je pense que ce qui s'est fait de plus complet sur l'affaire Epstein, au moins au niveau francophone. Ensuite, il y a l'événement Covid-19 le Grand Reset. Donc là, une série de 8 numéros avec les acteurs, les documents, tout est sourcé. Il y a rien de délirant, c'est que des documents sourcés, etc. Et donc le réseau, donc affaire Epstein, l'événement Covid-19 et l'homme, qui est évidemment l'incarnation, l'ultime incarnation de ce réseau, celui à qui on a promis qui serait sans doute président des États-Unis d'Europe, qui est Emmanuel Macron. Et donc à la rentrée, on publie les 5 derniers numéros de notre série, qui est articulée sur 2 volets sur Macron, donc le pacte de corruption, c'est-à-dire comment toute la classe politique française, toutes les élites françaises ont été corrompues autour d'un acte de haute trahison pour mener Emmanuel Macron au pouvoir, et le deuxième volet de sa biographie, qui est le détournement de mineurs, la corruption de mineurs, avec un gros portrait explosif de Brigitte Macron et tous les réseaux pédophiles qui gravitent autour de Macron, avec des révélations à ne pas manquer. Voilà. Merci infiniment, Xavier. Monsieur K, je voulais vous remercier également et dire au revoir à tout le monde et préciser une dernière chose pour les juristes et pour les non-juristes, c'est que le péril de mort donne au peuple absolument tous les droits. Et il n'y a pas du tout besoin d'aller pleurer à l'ONU ou auprès du Conseil de l'Europe ou je ne sais où. Le droit, il le puise dans la nécessité de sa survie. Voilà. Merci infiniment, maître. Alain Soral, Dieu vous garde, à bientôt. Oui, moi je suis très stimulé par tout ce qui se passe, parce que même si la bête de l'événement est là, je pense que le but de la vie d'un chrétien, et je pense que c'est quand même ce qu'on est, c'est l'attente du moment, et on s'est préparé pour ça, du combat contre la bête. Hein. Et donc nous avons cet incroyable privilège de vivre dans nos vies cet événement eschatologique vertigineux qui est le combat contre la bête. Des gens sont venus avant nous qui n'ont pu que le préparer, que le théoriser, que l'annoncer. Nous allons le vivre et nous sommes des combattants, je crois. Donc moi, je suis plus que jamais ragaillardi, en tant que boxeur, de me dire que je vais demain combattre la bête. Voilà, je n'ai vécu que pour ça. Pourquoi tant de haine ? Comment peut-on accepter La haine intacte.
La vengeance et la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. C'est vous